Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission dans le cadre du Salon du Deux Roues ici à Lyon. Une émission placée sous le signe de la course en tête avec KTM et la Fédération française de motocyclisme. Alors, qui dit compétition, la course en tête, on va parler de lourd, de musclé, de puissance. Et j'accueille nos amis de chez KTM avec Fabien Dupont-Trouet. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de KTM France. Oui. Et Thomas Orlik, vous êtes le directeur produit de cette marque autrichienne, bien évidemment, que tout le monde connaît. Alors, devant nous, on a la Super Duke Evo, la 1290 Super Duke Evo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce Evo, Fabien? Alors, c'est une Super Duke Air Evo, c'est une Super Duke Air, c'est tout ce qui est le summum de la puissance chez KTM, un moteur, une agilité, c'est le modèle le plus emblématique de la marque. Et on lui a rajouté quelques ajouts qui sont surtout une suspension, suspension pilotée, une suspension de deuxième génération qui lui permet d'être encore plus bestial dans l'utilisation, que ce soit sur route et aussi sur piste. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, parce que la 1290, on la connaît, il y a un peu du monde sous le réservoir. Ouais, c'est ça, 180 chevaux, du couple, des assistances électroniques pour animer tout ça, et du freinage Brembo. Enfin voilà, c'est le modèle le plus connu chez nous, et c'est tout ce qui représente KTM, la puissance, l'agilité, et un gros moteur, ouais, surtout. Alors Thomas, vous êtes le directeur produit. Moi, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est quand on a justement une évolution sur un produit tel que la Super Duke Air, on sait qu'elle est attendue, qu'elle représente une certaine forme de mythe. C'est un vrai challenge d'arriver à la faire évoluer, je dirais presque, sans la dénaturer. Exactement. En fait, c'est ça qui a été, disons, le plus difficile et le gros du travail, c'est qu'on sait qu'on a beaucoup d'attentes sur cette moto, on veut la garder bestiale comme elle l'est actuellement, mais on ajoute une nouvelle technologie, donc il faut garder le meilleur des deux mondes, permettre à encore plus de polyvalence avec ce modèle. En fait, avec des suspensions pilotées, on peut avoir une moto qui est plus confortable, mais qui reste une Super Duke Air. Et c'est une moto qui peut aller sur piste comme sur route. L'électronique, elle permet tout ça. Et là, donc, on amène cette électronique qu'on avait déjà sur tout ce qui était l'aspect moteur, l'aspect aide à la conduite. On l'amène dans la suspension. Donc, on a des suspensions qui peuvent complètement être paramétrées par l'utilisateur, qui peut l'utiliser de façon souple ou de façon très dure sur piste. Et c'est ça qui est beau avec cette moto. Alors Fabien, c'est une moto donc, qui est aux suspensions pilotées, mais en fait, j'allais dire, même si c'est des suspensions pilotées, c'est le pilote qui reste maître à bord, parce que comme le disait Thomas, on peut vraiment, à l'aide du cadran, on peut vraiment tout paramétrer. Oui, tout à fait. C'est à la fois pour l'utilisation, je dirais, normale route, rester sur des réglages automatiques ou déjà des pré-réglages. Et puis pour ceux qui sont vraiment fans d'aller trafiquer dans les réglages de suspension, d'aller affiner tout ça, que ce soit sur piste ou même sur route aussi, on a quand même des fondus. On va pouvoir changer cran par cran et gérer sa suspension. Donc ça reste une Super Duke Air, c'est une Super Duke Air. Le seul système, c'est que ça change du clic habituel qu'on connaît. D'accord. Alors, au niveau de ces évolutions, est-ce que c'est une demande qui avait été faite de la part des clients? Est-ce que c'est une demande du réseau? Ou est-ce que c'est tout simplement, au niveau des ingénieurs, on s'est dit, tiens, il faut qu'on ait l'outil ultime, et ça serait la chose à faire. Comment on gère ces évolutions sur un modèle aussi mythique? C'est souvent un mélange à la fois d'une volonté des ingénieurs d'aller pousser le concept encore plus loin, parce qu'ils travaillent tout le temps là-dessus, à encore améliorer une Super Duke Air et toujours chercher à la rendre encore plus compétitive, et aussi une possibilité pour les pilotes, justement pour les motards, de pouvoir s'en servir avec une plage de polyvalence plus importante, à la fois sur route et sur piste. Donc c'est là où ça rejoint, l'ingénieur rejoint le motard, parce que chez nous, forcément, ils sont tous motards aussi, donc voilà, ça nous permet d'aller encore plus loin et de chercher toujours à améliorer les modèles qu'on a. Ouais. Thomas, j'ai une dernière question, peut-être un peu piège. Quand vous voyez le résultat de la Super Duke Air Evo, est-ce qu'on est arrivé au step ultime, ou est-ce que, quelque part, comme vient de l'expliquer Fabien, on pourrait trouver encore quelque chose à faire dessus? Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà quelque chose qui est très complet, et il suffit de l'essayer pour le voir, pour le sentir. Mais on ira plus loin, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce que les ingénieurs veulent faire, et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il va falloir attendre un petit peu, mais on y arrivera. On y arrivera, Fabien? On s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Ready to race. Ready to race, oui, exactement. Toujours.
D'accord, très bien. En tout cas, merci. Merci. On parlait justement des ingénieurs un petit peu, d'aller un petit peu partout. Bien, vous le savez, sur le salon de Lyon, il y a des animations. Et cette année, Jacques Monchalin, qui est à la tête de ce salon du deux roues de Lyon, bien, il a une idée. Si je vous dis Top Chef, vous voyez à peu près ce que ça représente au niveau des programmes télé. Eh bien, Jackie, lui, il a une idée un petit peu dans le même sens, un peu tordue aussi, on va le dire carrément. Il a appelé une animation Top Clef. Vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, c'est Maxime Martin qui vous en parle. Deuxième jour de notre grand concours Top Clef au cœur du salon du deux roues ici à Lyon. Avec au programme pour nos 4 mécaniciens, 3 épreuves, changement de joint spi, le kitchen et le point d'orgue de cette journée, le montage d'une moto sortie de caisse. Alors attention, accrochez-vous, il va falloir être rapide, technique. Qui sera le grand vainqueur de notre concours Top Clef 2022? C'est parti! Là du coup ils sont en train de changer les joints spi. Alors là il va galérer un petit peu mais. Donc, en fait c'est une opération courante qui se fait régulièrement, c'est une opération d'entretien. L'opération où tu vas remettre l'huile, l'opération où tu purges. C'est assez technique sur celle-là, ça va. C'est pas de la fourche classique. C'est bien, ça fait une belle épreuve, je pense. Là, surtout la difficulté pour eux, c'est au niveau du timing, au niveau de la propreté, donc ils ont intérêt à assurer. Ouais. Sans moi un petit peu, la jeune fille n'a pas de chance. Toutes les fourches sont identiques, mais parfois on peut tomber sur un modèle un petit peu plus serré et un peu plus compliqué, et il faut un petit peu d'énergie. Et pour éviter de perdre trop de temps, et on va l'aider un petit peu pour avancer. C'est légitime parce qu'elle est à mon avis tombée sur un fourreau qui peut avoir pris un petit coup, ou comme c'est des fourches qui sont d'occasion, c'est pas des pièces neuves. Et elle a des difficultés à rentrer son joint, mais on va lui filer un petit coup de main, elle va y arriver. Elle est très compétente, Maud. Là, ils sont en train de changer un kitchen. C'est une opération normale, standard, un truc régulier qu'on doit faire. Donc voilà, ça paraît simple, mais c'est technique, faut pas se planter, quoi. Parce qu'une chaîne qui se détache dans les mollets, ça fait très très mal. Ou sinon, sur le pignon de sortie de boîte, ça fait très mal au moteur aussi. Moi je surveille toujours le mien, voir s'il fait pas de bêtises quand même. Le fait d'aller voir les autres aussi c'est sympa, parce qu'on voit qu'ils vraiment ils travaillent vraiment de façon différente sur le volant. L'outil, il va pas. L'outil est pas top. En plus c'est bien, c'est que je crois que il y en a qui travaillent en concession, ils sont pas tombés sur leur marque de prédilection, donc comme ça, c'est bien ça. Session diverses. Il reste plus que les boulons à arrière. Moto.
montage de moto neuve en concession. La roue avant, la selle, la batterie, la mise en marche, l'extraire de la caisse sans l'esquinter, le guidon, toute la partie cadran. Nous, on a terminé aussi. C'est la grande délibération de ce Top Clef. Ils ont été tous majestueux avec leur clé à molette, mais on peut vous dire une chose, c'est que ces défis étaient incroyables, incroyablement difficiles, et ils ont été, eux, redoutablement performants. Voilà, des talents. Nos 4 mécaniciens vont être gâtés puisqu'ils repartiront tous découvrir le Grand Prix de France Moto. C'est le lot qu'ils ont gagné. Voilà, c'était une première édition. C'était un nouveau concept ici au Salon du 2 roues à Lyon, et ça a super bien fonctionné. Bravo, bravo à tous les mécaniciens. Voilà, nous accueillons maintenant un nouvel invité et je suis très heureux d'accueillir Sébastien Poirier, le président de la FFM. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. On se retrouve comme l'an dernier. Déjà, vous nous aviez fait confiance sur Au-delà du live pour cette année. Donc, président, la première question que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le problème, ou en tout cas l'objectif que vous étiez fixé, c'est-à-dire de permettre l'accès aux pistes de karting et surtout les écoles fédérales au niveau pilotage. Oui, tout à fait. Ce sont 2 projets identiques, enfin, en tout cas avec la même philosophie. Le premier constat, c'est que si on veut développer l'activité vitesse, la discipline vitesse, il faut qu'on puisse avoir accès aux pistes de karting de proximité pour dupliquer et démultiplier le nombre de sites. Donc nous avons mis en place au sein de la fédération l'homologation des circuits de karting. Nous avons embauché une personne qui est dédiée à cette homologation, donc qui va vérifier évidemment la conformité des machines, enfin du circuit, vérifier que le circuit est adapté aux 2 roues motorisées, identifier le niveau en termes de cylindrée d'accueil de ces machines, et puis en parallèle aussi faire du prosélytisme, vendre notre projet fédéral auprès des circuits de karting et leur indiquer évidemment que le but c'est pas de retirer ou de sortir les kartings des pistes de karting, mais bien d'accompagner, d'offrir une activité nouvelle à ces circuits, ce qui nous permettra globalement au final d'avoir une activité vitesse à travers des mini-motos qui sera accessible sur de nombreuses pistes de karting, parce que nos mini-motos n'ont pas accès sur les grands circuits, donc il faut absolument que nous trouvions des terrains de jeu adaptés, et les pistes de karting constituent une réponse facile à mettre en place. Ça se passe bien justement au niveau de ces démarches, les propriétaires des pistes de karting le comprennent, sont ouverts, comment ça se déroule? Alors l'idée c'est évidemment de rassurer sur le fait que les motos en cas de chute n'abîment pas les circuits, donc je pense que là-dessus il y a une inquiétude des propriétaires de circuits, donc à nous de les rassurer et en leur expliquant qu'on a des motos aujourd'hui qui sont adaptées pour limiter l'impact. 2, leur indiquer aussi que c'est une activité économique accessoire qu'ils pourront développer, et 3, leur expliquer le projet fédéral, parce que derrière on peut aussi organiser des compétitions sur des circuits de karting. Alors, on parlait aussi des écoles françaises de motocyclisme. Alors, ça englobe évidemment la piste, mais aussi le tout-terrain, parce que vous voulez, entre guillemets, être à 180 degrés. Bien sûr. Le projet vitesse est un projet important, puisque l'idée c'est vraiment de dupliquer des championnats régionaux, mais le cœur de la vie fédérale c'est le tout-terrain, c'est le motocross, c'est l'enduro, c'est le trial, et donc nous maintenons évidemment les objectifs en matière de haut niveau de développement, et les écoles labellisées dans toutes les disciplines, majoritairement d'ailleurs des écoles labellisées en motocross, constituent un moment clé de l'apprentissage, un moment clé de la première fois, c'est-à-dire que l'objectif c'est de pouvoir déterminer où on peut débuter, comment on peut débuter, avec quel matériel. Est-ce que je peux débuter sans matériel? Et puis de leur indiquer également où est-ce qu'ils peuvent aller en termes d'école, avec des éducateurs qui sont formés spécifiquement pour l'accueil des plus jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui débutent. Il faut surtout avoir une vision très transversale des choses. Et donc aujourd'hui on a 120 écoles labellisées versus 40 il y a quelques mois. Donc ça veut dire que les motoclubs se sont appropriés le projet, et l'objectif vraiment c'est de faciliter pour les parents qui souhaiteraient mettre leurs enfants sur une moto, et bien leur dire où est-ce qu'il faut aller pour découvrir la moto de manière totalement apaisée.
Alors on voit ici, on a deux petites motos devant nous, évidemment pour le tout-terrain et ici. Et puis on a cette Oval 110 qui est aussi, comme on le disait tout à l'heure, la machine destinée à l'utilisation sur karting, avec la particularité de pouvoir grandir, j'allais dire, avec son pilote. Oui, exactement, puisque c'est un petit peu l'originalité de cette machine. On peut modifier, changer le moteur en fonction de l'âge du pilote pour passer de 110 à 160. Et donc, ça veut dire que c'est un cadre que l'on peut conserver. Et donc, il suffit juste le moteur. Enfin, il faut modifier, il faut changer le moteur. Mais ça veut dire qu'il y aura aussi un marché de l'occasion. Ça veut dire qu'on rend beaucoup plus accessible l'achat d'une moto. Ce sont des petites motos motocross comme Vitesse que l'on peut mettre dans un coffre ou un petit camion. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est rendre les choses accessibles. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'être dans cette logique-là. Oui, parce que quand on s'adresse à des jeunes pilotes comme ça, on sait que le premier sponsor, c'est papa et maman. Et quelque part, ça peut aussi les rassurer, clairement dans le côté budgétaire, de savoir que cette moto-là, si on l'entretient, si on en prend soin, elle peut accompagner son enfant pendant 4 à 5 ans, on va dire, en fonction de l'évolution physique. Et avec un marché de l'occasion. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des outils pour démontrer que la moto, certes, nécessite un minimum de budget comme tout sport en matériel, mais pas plus que l'équitation, pas plus que la voile. Et donc, oui, à travers les écoles, à travers le marché des mini-motos, eh bien, on est sur une pratique, une découverte beaucoup plus accessible aujourd'hui. Merci Président. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on parlait des écoles de motocyclisme françaises. Et bien on va retrouver Gwenaëlle, notre envoyée spéciale au cœur du salon sur le stand de la FFM, parce qu'elle est avec la DTN. Et on va pouvoir parler de labellisation des écoles. Et on se retrouve donc sur le stand de la FFM en compagnie de la DTN adjointe Anne Barrois. Et vous avez donc dans les mains cette plaque que vous allez remettre dans quelques instants à une école française de motocyclisme labellisée. Sur cette plaque, on voit Anne qui a marqué initiation et perfectionnement or. Expliquez-nous ce que ça signifie. Alors, initiation et perfectionnement, ça veut dire que l'école propose des activités de 2 niveaux, donc l'initiation donc pour la découverte de la moto, la pratique sur du loisir ou de l'initiation vers la compétition, et surtout donc le perfectionnement qui est l'accompagnement des meilleurs pilotes vers justement ces compétitions. C'est donc ce qui se fait de mieux dans la nouvelle labellisation mise en place par la Fédé. Oui, parce que cette école donc bénéficie de la couleur or, c'est-à-dire que ça récompense et ça justifie un niveau une qualité au niveau des infrastructures. Eh bien, on va pouvoir accueillir justement le représentant de cette école, c'est Julien Enjolras pour Loisirs Motorsports. Bonjour Julien. Eh bien, je vais laisser d'abord Anne vous remettre. Merci Anne. Merci à vous. Cette plaque symbolique. Évidemment, Julien, on vous connaît bien en tant que pilote pour votre équipe Tati Team. Voilà, j'imagine qu'elle est située dans le Beaujolais d'ailleurs, cette école. C'est ça, on est tout proche, au nord de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, à Anse exactement. On a cette école créée en 2010. Donc maintenant, ça fait 12-13 ans que je retransmets ma passion et qu'on accompagne et qu'on forme les enfants à la moto et qu'on accompagne depuis l'an dernier à la compétition en vitesse. Qu'est-ce que vous proposez comme discipline justement pour ces enfants? On propose vraiment l'initiation déjà à partir de 3-4 ans sur les petites motos électriques, l'initiation tout terrain et l'initiation piste, qui est ma première discipline, première passion, et maintenant l'accompagnement un peu plus poussé en compétition. Écoutez, félicitations pour cette plaque initiation et perfectionnement or, c'est ce qui se fait de mieux dans la nouvelle labellisation. Et d'ailleurs, si vous cherchez une école pour permettre à vos enfants de débuter à moto, eh bien, il suffit de taper École française motocyclisme sur tous les moteurs de recherche et vous pourrez avoir accès aux écoles labellisées tout près de chez vous. Voilà, merci Gwenaëlle pour cette intervention. Président, maintenant, on va parler un petit peu plus d'un projet qui vous tient à cœur, c'est la reconstruction de la filière vitesse avec notamment le mini-GP, l'OGP et le Prémoto 3 qu'on va retrouver dans le cadre du championnat de France Superbike. Oui, tout à fait. On a la chance en France d'avoir une très très belle filière en motocross avec des catégories clairement identifiées que l'on retrouve au niveau régional, avec un championnat de France majeur qui est le mini-vert pour les petits. L'idée, c'est de construire une filière identique en vitesse parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Et donc, on a énormément travaillé en 2021 à la construction, à la réflexion de ce projet, fort des constats que nous avions établis, du regard sur ce que faisait l'Espagne et enfin ce que font l'Espagne et l'Italie. Et donc oui, on va poser
un projet pyramidal qui commence par la région et avec un championnat mini OGP régional. Hier, nous avions 2 championnats de ligue. Demain, nous en aurons 10 championnats de ligue. Ensuite, on va avoir un mini OGP France qui correspond à l'ex 25 Power, mais avec les mêmes catégories que l'on retrouvera que celles au niveau régional. Et puis ensuite, on passe à la catégorie nationale, mais je dirais dans le haut niveau, puisque c'est la catégorie Objectif Grand Prix qui est associée au championnat de France Superbike. L'idée est de faire en sorte que lorsqu'on débute la moto et qu'on a un projet sportif de haut niveau, de savoir où est-ce qu'on doit passer, quels sont les échelons indispensables. Et au niveau régional, évidemment que si on n'a pas l'envie ou on n'a pas le niveau pour franchir les caps, eh bien c'est pas grave. Vous pourrez évidemment parfaitement rester au niveau régional. Mais la structuration, elle est claire. Il y a une colonne vertébrale qui a été clairement définie, qui est cohérente entre le niveau régional et le niveau national. Et puis surtout, ça nous permettra à moyen terme, comme en motocross, de savoir pour les teams comme pour les éducateurs, les entraîneurs nationaux, où est-ce qu'on doit recader sur une tranche d'âge bien spécifique. Et donc nous, on dit entre 11, 12, 13 ans, eh bien on ira regarder la catégorie OGP pour voir quelles sont les performances avec des motos qui seront quasi identiques, avec un boîtier unique, avec un pneumaticien unique à travers Bridgestone qui nous accompagne en 2022. On a la chance aussi d'avoir Motul et Shark comme partenaires. Donc voilà la cohérence globale du projet qui permettra, j'espère, aux plus jeunes de pouvoir s'inscrire en toute sérénité dans un projet à moyen terme. Alors, on le voit, cette dynamique, vous la portiez dès le début de votre mandat. Les résultats qu'on connaît l'année dernière de Fabio Quartararo, est-ce que, je dirais, vous avez pu voir cette vague? Est-ce que le titre de champion du monde de Fabio Quartararo, les performances de Johann Zarco ont aidé aussi à la mise en place et, je dirais, à un engouement? Quand on dit, par exemple, la France est championne du monde de football, il y a de plus en plus de licenciés, etc. etc. Est-ce que vous avez également senti ce phénomène? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, oui, en termes de licence, puisque sur la campagne primo-licenciée, donc du 1er septembre à fin décembre, eh bien, nous avons battu tous les records, puisque nous sommes à plus de 5000 licences vendues pour ces premiers licenciés. Donc c'est un chiffre historique. Et deuxième élément de réponse, oui, s'agissant de la structuration de la vitesse, parce que comme je le disais, on est passé de 2 championnats de ligue à 10 championnats de ligue en 2022. Moi, je crois qu'il y a un effet Quartararo dans le sens où la fédération, dans toutes ses composantes, échelon régional et national, eh bien on s'est interrogé pour faire en sorte de poser, de profiter de cette victoire historique pour poser le projet de demain. Comme vous l'avez évoqué, ça ne se décrète pas. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps et c'est un projet qui s'inscrit dans la longueur. Mais si on compare par rapport aux autres championnats qu'on a pu créer, eh bien je crois que d'ici 3-4 ans, on commencera à voir les premiers effets positifs sur le nombre d'engagés, mais aussi sur le haut niveau. Oui, parce que ce qui est important, c'est la base de l'élargir évidemment pour nourrir le haut niveau. Aujourd'hui, on a Fabio Quartararo et Johann Zarco, on le disait. Et pour l'instant, on a que Lorenzo Felon qui est en Moto 3. Donc vous avez aussi la structure fédérale en European Talent Cup. Donc tout ça, ça va prendre du volume. Bien sûr. Et puis on a la chance en 2022 d'avoir 4 ou 5 pilotes en Moto 3 junior. Et 5 ou 6 pilotes en European Talent Cup. Donc ça veut dire qu'on a une dizaine de pilotes aujourd'hui qui vont participer à ces 2 cycles d'épreuves qui sont vraiment les antichambres des Grands Prix, donc l'European Talent Cup puis le Moto 3 Junior. Donc il y a des Français qui arrivent, il y a des Français qui sont en train de se former au plus haut niveau. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'à moyen terme, on ait la chance d'avoir un jeune qui débute par un championnat de ligue et qui progresse à tous les échelons pour arriver ensuite en Grand Prix. Merci, Président. Parler maintenant motocross, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais dans le cadre du salon du 2 roues ici à Lyon, eh bien, il y a une piste de motocross indoor. Et ça tombe bien, Président, on va parler justement de l'accès à la compétition, de l'accès au circuit, les licences, mais aussi à la sécurisation des pistes, parce qu'on rappelle que même en indoor, dans ce cadre que l'on pourrait dire de démonstration, eh bien, c'est une piste qui a été validée par la fédération. Olivier Robert, qui est en charge de ces validations, est venu spécifiquement ici pour valider la piste. Et ça a rencontré un fort succès puisqu'on a plus de 400 engagés ce week-end ici à Lyon. Oui, je crois que c'est vraiment une très belle initiative que d'avoir imaginé une piste accessible au plus grand nombre. Et le succès du nombre d'engagés le démontre évidemment. Donc oui, la fédération, son rôle principal majeur, c'est évidemment de tout mettre en œuvre dans sa réglementation pour limiter le risque d'accident, le risque de blessure, le risque de suraccident. Et en effet, depuis quelques années maintenant, nous avons mis en place
une politique de sécurisation avec une visite obligatoire et préalable à toute homologation de circuit. C'est donc Olivier Robert qui le porte avec Loïc Léonce pour le motocross. Et puis on a mis aussi la même chose au niveau des circuits de karting. La sécurité est vraiment la priorité première de la fédération. Et je crois que c'est un sujet qui ne s'arrête jamais. Il faut toujours être extrêmement attentif à la sécurisation, à la sécurité de nos pilotes. C'est le travail que nous menons au quotidien à la fédération avec tous nos motoclubs. On a la chance d'avoir un maillage territorial très important en motocross. On a la chance aussi d'avoir énormément de pilotes de motocross de très haut niveau. Mais je crois qu'il faut vraiment promouvoir les actions de découverte. La fédération, c'est aussi une fédération de pilotes loisirs, de pilotes qui découvrent sur le tard la pratique en compétition, en entraînement. Et évidemment qu'ils sont tous les bienvenus. Hein, c'est poireau et c'est absolument pas péjoratif et je me mets dedans parce qu'en effet il faut que les pilotes qui souhaitent découvrir la piste ou le motocross puissent avoir accès à ces circuits en toute sécurité. On le voit ici, dans le cas, je le répète, on l'a dit il y a quelques instants, mais 400 pilotes se sont inscrits pour venir rouler ici dans le cadre du Salon de Lyon. C'est un vrai succès. On était le week-end dernier à l'Enduropal du Touquet, 1200 inscrits. Voilà, il y a vraiment un accès qui est favorisé. Oui, et le message positif qu'il faut faire passer, c'est qu'à tout niveau, on peut se faire plaisir sur une moto, sur un équipement sportif. C'est vraiment ça le sujet. Et nous, fédération, dans le travail que nous menons, on essaie de faire en sorte qu'un circuit soit accessible au plus grand nombre et que lorsqu'il ne l'est pas parce qu'il y a un niveau technique trop important, et bien que la formation soit largement communiquée auprès des pilotes. Et pour ne rien vous cacher, on travaille sur une hiérarchisation des circuits à l'image des pistes de ski pour que demain, à moyen terme, on puisse dire bon là on est sur un circuit noir entre guillemets techniquement difficile et puis à l'inverse on est sur un circuit bleu ou vert, je ne sais plus au niveau des pistes de vert, ski. Bleu, rouge aussi. Tout à fait, en tout cas qui est accessible et qui corrige entre guillemets, qui pardonne les erreurs des pilotes et donc c'est un travail que l'on mène actuellement qui permettra de mieux accompagner les pilotes dans leur première fois. Vraiment le plus important c'est de découvrir la moto à tous les niveaux de manière apaisée. C'est vraiment ça le sujet, ne pas se faire peur et ne retenir que le plaisir. Voilà. Et puis la sécurisation, ça passe aussi évidemment par une prise de conscience des équipements, parce que ça aussi c'est indissociable. On peut faire tous les travaux d'aménagement maximal ou maximum plus exactement sur les pistes, mais ça passe aussi par la sensibilisation des pilotes à un équipement adéquat. Oui, alors là pour le coup je pense que le message est passé. Aujourd'hui on a les pilotes qui sont vraiment bien équipés en vitesse comme en motocross et comme en enduro dans toutes nos disciplines. Évidemment personne n'a envie de se faire mal sur une moto dans le cadre d'un entraînement d'une compétition. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir une vraie réflexion sur une vraie qualité de protection sur tous nos équipements. Et aujourd'hui les pilotes se le sont appropriés assez naturellement, assez facilement. Tout à l'heure on parlait du ski. Un peu à l'image du casque qui s'est imposé naturellement sans obligation. Donc on l'impose sur les compétitions, mais sur les entraînements, généralement les pilotes l'utilisent évidemment. Et puis là, on va dire le dernier volet de l'accessibilité, c'est la facilité de pouvoir prendre sa licence. Oui. On a mené une réflexion par le passé. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre une licence en 3-4 clics. Et d'ailleurs, plus de 50% de nos licences aujourd'hui sont prises à travers un outil smartphone. Et donc, c'est vraiment le travail que l'on mène, faire en sorte que prendre une licence, souscrire une licence, ça soit quelque chose de facile, de simple et de quasiment naturel en début de saison. C'est tout le travail que l'on mène pour que les pilotes comprennent bien que la licence, ça ne signifie pas les impôts. Ce ne sont pas les impôts, c'est du service, c'est de l'assurance, c'est des prestations qui sont importantes derrière pour le bien de toute la famille motarde. Merci Président, en tout cas de cette intervention. Nous, ce que je vous propose de suivre là maintenant, c'est justement, on en parlait avec le Président, l'accessibilité, le nombre de pilotes qui sont venus se faire plaisir sur la piste de motocross du Salon du 2 roues de Lyon. On a fait un micro-trottoir et écoutez leurs réactions. On se retrouve à l'extérieur, juste devant la piste de MX Indoor, un nouveau concept en Europe. Et là, les pilotes sont à l'extérieur, mais ils vont partir sur la piste de MX en intérieur. On va en interviewer quelques-uns pour savoir si ça leur convient, ce nouveau concept. Ton prénom ? Thibaut. Thibaut, qu'est-ce que tu penses de rouler en motocross à l'intérieur ? C'est un peu l'inverse de ce que tu fais d'habitude. Ah ouais, bah ça change. La piste en plus ça fait un peu typé supercross, donc il y a des gros sauts. Mais franchement c'est sympa et franchement à refaire, c'est un truc franchement que je pourrais bien refaire. Et le fait que voilà, c'est en intérieur mais il n'y a pas de hoops, c'est du motocross. Oui voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gros triple ou voilà. Et ça va. Et la concurrence est rude ? Ah ouais, ça envoie quand même devant, ça envoie et puis ça joue au départ.
Voilà, puis avec la bande de copains, c'est bien sympa, on fait une bonne petite bagarre. C'est qui tes potes? Bah là, tout là, là Alex et tout, c'est bien sympa. Hein. Bon, ça marche, on va les voir. Qu'est-ce que tu penses de ce concept d'intérieur? Toi, ça te plaît? C'est quoi par rapport à d'habitude? Super bien, c'est un SX facile, on va dire, parce qu'il n'y a pas des gros sauts, il n'y a pas d'oups et tout. Donc c'est super ludique, mais à la fois on s'y prend vraiment au jeu et on fait une bagarre tous ensemble, c'est super drôle. On passe un super moment et franchement, bah, merci beaucoup. Le monde? Beaucoup de monde? Ouais, bah je sais pas combien, on me parlait de 400 pilotes ou je sais pas quoi, exceptionnel. Super bien. Plein de catégories différentes, tout âge, super bien. Et qu'est-ce que tu penses toi du concept? T'es comme tes potes ou t'as un avis différent? Mais moi c'est super bien, c'est un truc nouveau, c'est un truc classe. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Salon du Deux Roues de Lyon et nous sommes en compagnie de nos amis de la Mutuelle des Motards. J'accueille Laurent Santucci qui est expert prévention mutuelle. Alors Laurent, on vous accueille, mais il ne faut pas nous faire peur parce que vous êtes revenu cette année pour nous parler du vrai fléau qui concerne tous les motards, c'est-à-dire le vol. Oui, tout à fait. L'année dernière, nous étions venus pour alerter sur ce phénomène de vol. Et cette année, on est revenu pour vous dire qu'on n'est pas resté les bras croisés. Parce que ce n'est pas dans l'ADN de la Mutuelle des Motards et qu'on a essayé de voir au travers de la technologie comment on pouvait essayer justement d'endiguer ce phénomène et essayer de trouver des solutions qui permettent de retrouver plus de motos. Alors concrètement, je me fais voler ma moto, combien j'ai de chances de la retrouver aujourd'hui? Aujourd'hui, concrètement, si elle n'est pas équipée d'un traceur, moins d'une chance sur 3, ce qui est relativement faible. Comparativement à l'automobile, aujourd'hui, on retrouve plus de 2 voitures sur 3. Donc il y a une large marge de progrès. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a une grosse marge de progression. Vanessa Cucurulo, vous êtes, vous, responsable du Deux Roues Lab pour la Mutuelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors nous, on a d'abord commencé avec Deux Roues Lab, le laboratoire de recherche de la Mutuelle des Motards. On a commencé par faire une étude, à écouter les motards. Ce qui ressort de cette étude, c'est 2 points essentiels. Le premier, c'est qu'il y a de moins en moins de place sur les 2 roues pour arriver à ranger un antivol. Donc on prend moins son antivol. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des points fixes pour s'attacher. Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que les conducteurs de 2 roues sont peu équipés de traceurs. Par contre, quand ils le sont, ils sont satisfaits à 91% de ce système-là. D'accord. Donc on voit bien aussi cette problématique-là. Elle n'est pas forcément à mettre à l'actif des motards parce qu'on voit les dispositions pour les grandes villes où ça devient aussi de plus en plus compliqué. Et concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui pour les motards? Parce que comme le disait Vanessa, on manque de points fixes, on manque d'emplacement même. C'est pas toujours très simple. Oui, concrètement, on sait qu'ils ne peuvent pas trop s'attacher en ville. Donc on a beaucoup échangé avec les motards, on a beaucoup échangé aussi avec les fabricants de traceurs. Et de tous ces échanges, en fait, en est sortie une charte qui reprend des engagements en faveur de la prévention du vol. Et du coup, on est satisfait parce qu'en fait, il y a à peu près une dizaine de fabricants qui se sont engagés à signer cette charte, dont Coyote qui est ici présent.
Et d'ailleurs, Coyote qui a co-construit avec nous donc une offre qui est dédiée aux sociétaires de la Mutuelle des motards afin d'améliorer le coût d'acquisition de ce système-là. D'accord. Et en tant qu'assureur, du coup, vous en attendez quoi? Évidemment, j'imagine des résultats à la hausse. Oui, tout à fait. On aimerait beaucoup et on est convaincu que ça va améliorer le taux de découverte des motos, ce qui est le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, un motard, c'est quand même avant tout un passionné. Il fait du deux roues parce qu'il aime ça. Et il préférera toujours qu'on retrouve sa moto plutôt que de devoir en acheter une autre. Ouais, j'imagine. Moi le premier. Moi le premier. Alors, Laurent, vous parliez justement du partenariat et des études faites en collaboration notamment avec Coyote. Donc, je vais appeler Antoine Petit qui était sur le côté du plateau qui va nous rejoindre. Bonjour Antoine. Alors, vous êtes le directeur du réseau Coyote. Aujourd'hui, la question elle est toute simple. Un traceur Coyote, qu'est-ce que c'est? Alors en gros l'idée chez Coyote en 2018 quand on a racheté le groupe Tracker ça a été de proposer une solution après-vol. Donc on n'est pas dans un système anti-vol, on sait qu'on a 74% des deux roues volées qui sont équipées d'un anti-vol mécanique. L'idée ça a été de proposer une solution pour aller récupérer ces véhicules après le vol encore une fois. Ça repose sur deux principes très simples, une équipe de détectives disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et ainsi qu'une technologie brevetée qui nous permet de détecter n'importe quel véhicule partout en Europe. D'accord. Alors, justement, fort de ces décisions, vous annoncez, je reprends l'affiche parce que c'est vraiment impressionnant, vous annoncez récupérer 91% des véhicules déclarés volés en 48 heures maximum. C'est ça exactement. Comment vous arrivez à cette prouesse, on va dire? Le principe il est simple, en fait on se base sur la réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez un vol de véhicule, sur plus de la moitié des vols de véhicules, les véhicules sont embarqués dans des utilitaires pour être ensuite mis dans des box, des caves, des parkings, etc. L'idée là, c'est de pouvoir démonter le véhicule en brouillant les ondes type GSM, GPS habituelles. Notre technologie, elle, fonctionne sur d'autres types d'ondes. Donc ça nous permet d'avoir un traceur finalement qui est autonome et de pouvoir aller justement récupérer dans les sous-sols, etc. Nos détectives travaillent en partenariat avec les forces de l'ordre, ce qui nous permet d'avoir une intervention efficace assez rapide, donc dans les 48 heures comme vous le disiez. Et je terminerai en vous disant que Moto Magazine a fait un test récemment sur les différentes solutions proposées sur le marché. On a obtenu la note de 9 sur 10. On a été la seule solution capable d'aller récupérer enfoui dans un sous-sol. D'accord. Donc vous l'avez compris, chers amis, entre les décisions de la Mutuelle des motards et nos amis de Coyote, eh bien maintenant vous pouvez, on va dire, rouler, vous déplacer en toute sécurité avec ces éléments de sécurité et anti-vol. Merci à vous, merci Vanessa. Merci. Et en tout cas, on se revoit l'année prochaine avec des bons résultats. Hein? Ok? Exactement. Allez, nous, on poursuit notre émission. Jacques, ça y est, la dernière ligne droite, on est quasiment à la ligne d'arrivée, on va dire. On est dans le dernier tour. Voilà, on est dans le dernier tour. C'est là où tout se joue, mais on va dire que c'est l'heure de faire un petit bilan. Alors, on va faire un bilan de la vente aux enchères, hein, qui est sur le point de se terminer d'ailleurs. Oui, quasiment. Hein, dans 10-15 minutes, elle sera terminée. Bilan assez positif, des belles pièces, des beaux échanges. Je dirais que ça respectait un petit peu ce que j'espérais, c'est-à-dire hier les tout-terrains, tout ce qui est trail, cross, et aujourd'hui les mini-motos, et puis surtout des belles pièces comme cette Kawasaki qu'on aurait bien voulu avoir, qui malheureusement n'a pas pu, et c'est pour ça qu'elle est là, sinon je suis sûr qu'elle serait partie entre d'autres mains. Ouais, la Z900 qui est un modèle là aussi qui est mythique. magnifique. On parlait en début d'après-midi des modèles mythiques chez Yamaha, et là effectivement c'en est une aussi du côté de la gamme Kawasaki. Un petit bilan également, Jack, côté salon. Comme on l'a dit tout au long de ces émissions, au-delà du live, il y avait le présentiel, et je pense que c'est une vraie réussite parce qu'il y avait un vrai besoin. Ça a répondu à un vrai besoin, ton salon. Ouais, alors je dirais même dans le bilan, il y a deux bilans pour moi. Il y a le bilan moral et puis le bilan un peu sur les entrées, sur la quantité. Déjà le premier, moi le plus important, c'était la satisfaction des gens. Ça a été énorme. Les gens étaient ravis d'être là. Je ne vais pas dire il n'y a pas eu de déçus, il y a tout eu. Il y a eu du motocross, 400 pilotes, il y a eu Top Clef, il y a eu le trial Monster acrobatique avec Christophe Bruyant, le mur de la mort, le trial classique, l'intrépide avec les motos d'avant-guerre, plus toutes les expos, une multitude de machines en exposition sur des thèmes.
Alors c'était aussi bien les 120 ans de triomphe que les 100 ans du bol d'or. 100 ans du bol d'or, mais il y en a tellement que je ne me rappelle même plus toutes, forcément. C'est normal, on arrive à la fin du salon. Donc les 100 ans de Zundap, dans les 100 ans. Les 100 ans de Zundap. Donc vraiment des expos qui ont satisfait, qui ont fait briller les yeux de tous les visiteurs en fonction aussi de leur volonté et ce qu'ils aiment. Donc déjà, c'est le premier bilan. Pour moi, il a pas de prix. C'est que les gens étaient contents de se revoir. Les gens ont été plus que satisfaits du salon par les remarques qu'on a, par les SMS, les mails que je reçois. C'est fantastique. Et puis après, il y a un bilan, on va dire, plus économique. C'est sur le nombre des entrées, parce que malgré tout, c'est ce qui fait fonctionner les constructeurs, c'est ce qui fait fonctionner les marques. Et là aussi, c'est positif, parce qu'on était à 75 000 entrées. Je pense qu'on va frôler les 80 000. Donc c'est bien, c'est fort. Et avec encore un pass sanitaire en vigueur, mais bon, il va bientôt se terminer et on ne regrette pas de l'avoir eu, parce que déjà la première chose, c'est qu'on a fait un salon sans masque, on a pu tous se retrouver comme avant, c'est-à-dire 1er mars 2020 quand on s'est quitté. D'accord. Juste, très rapidement, ça sera le mot de la fin, Jacques, au niveau du salon, une édition 2022 qui restera parmi les meilleures crues? Alors, pareil, une bonne crue qui a été très compliquée à monter parce qu'on a eu peu de temps. Tout le monde était un peu indécis, c'était 2 pas en, comme on dit vulgairement, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais on y est arrivé, on n'a pas lâché, mon équipe n'a pas lâché. 2022 est passé, je suis déjà en train de gamberger 2023 parce qu'il va y avoir des belles choses déjà, on le sait. D'accord. Des beaux anniversaires avec des marques époniques. Encore. Et des animations, des nouvelles animations, toujours. Il y aura plein d'idées. On en a parlé hier pour Top Clef. On se retrouve l'année prochaine pour ça. Alors évidemment, on arrive au terme de l'émission, mais ce n'est pas vraiment fini parce que maintenant, bien tout simplement, on va vous proposer de venir avec nous pour un petit peu passer de l'autre côté de la barrière pour comprendre comment cette émission, au-delà du live, comment avec Jack, comment les équipes autour de Jack ont travaillé pour vous proposer ces 6 heures d'émission. Il y a eu 6 émissions pendant toute la durée du salon. Alors vous allez venir avec nous et on va passer de l'autre côté, on va vous montrer l'envers du décor et pour cela, je vais appeler un premier intervenant, c'est David Dumas qui va venir me rejoindre. Donc on va aller sur le salon. Voilà, David va venir me rejoindre. Il est là, David. Viens, David. Il y a Jack qui est aussi avec nous. Alors, la première chose, c'est que sur une émission de télé, vous voyez un plateau, David, mais ce plateau, il s'inscrit dans un décor. Et là, vous allez voir, on va dézoomer. Et David, c'était déjà ça le cas l'an dernier où on avait fait un salon totalement virtuel. Il fallait créer une ambiance. Ça aussi, c'est compliqué. Oui, c'est ce que Jack avait imaginé. On avait échangé tous les deux au sujet de la façon d'exister en pleine pandémie, que le Salon de Lyon existe. Et s'il y a un tel succès aussi aujourd'hui, c'est parce que Jack a pensé à occuper le terrain quand c'était la crise sanitaire et c'était la crise pour tout le monde. Et on a imaginé... On a imaginé ça ensemble. Jack était le maître d'œuvre aussi des décors. Vous avez vu ces plateaux, donc 6 plateaux qui étaient déjà là l'an passé. Jack, qu'on a reproduit pour faire ces lives. Alors nous, on a réinscrit ces lives dans le salon présentiel qui a eu un immense succès cette année. Et ces lives, ont servi à faire vivre aussi le salon. On vous l'a fait vivre ce salon avec des reportages, avec des plateaux, sur ces plateaux avec des intervenants, des ambassadeurs, des pilotes. Et donc c'était une autre manière de voir les choses. Alors justement, pendant qu'on va se déplacer, Eric qui va nous suivre à la caméra chef, vous voyez, on va découvrir, vous voyez, au fur et à mesure la succession des différents plateaux, des différents univers. David, on continue d'en discuter, mais ce salon, c'était une double casquette parce qu'il y avait le présentiel, comme l'a dit Jack, et le virtuel qui était en plus pas forcément évident de cumuler les deux. Non, c'était pas évident de cumuler les deux parce qu'on était un peu au four et au moulin. Mais ce qui était formidable, c'est d'avoir une telle matière à disposition. C'est-à-dire que là, c'est un trésor, ce salon. Tiens, attends, regarde, je vais même aider. On vous fait des motos. On fait le... Voilà, vas-y. Motos partout. Et d'ailleurs, j'ai un petit quiz à soumettre à tout le monde. Il y a un homme qui le sait, qui connaît la réponse. Il est à ma droite. Mais j'aimerais bien que les internautes répondent à cette question et on fera gagner quelque chose aux gagnants. À celui qui s'en approche le plus, c'est combien il y avait de motos en totalité hors visiteurs dans tous les halls du Salon de Lyon,
y compris les motos de compétition pour le cross et les démos, quoi. D'accord. Et les roadshows. Tu le sais, Jack, à peu près? Oui. Oui. Quasi, hein, à peu près, alors pas. À une moto près. Allez, à 5 motos près, oui. Bon, Vous pouvez être surpris, mettez les enchères hautes. Voilà, et ben, on va... Mettez les enchères hautes, parce que déjà, il y a 3 catégories. Il y a les motos confiées, donc toutes les expos. Il y a les motos de tous les constructeurs, les nouveautés, etc. Les motos des préparateurs. Il y a aussi les motos des pilotes. Il y a quand même pas mal de pilotes. Rien qu'en supercross, en motocross, supercross, je vous vends un peu le truc. Il y a déjà 400 pilotes. Donc 400 pilotes, 400 motos. Plus de 3 motos de secours, plus top clef, plus il y a la barre haute. La barre est haute. Donc les paris sont lancés. Combien de motos sur ce salon de Lyon? Alors nous, on va continuer un petit peu la visite des coulisses parce que maintenant, on se rapproche du centre névralgique. Parce que si vous nous voyez chez vous, dans votre cadre, ou si vous nous suivez sur les écrans, c'est parce qu'il y a tout ce monde-là qui travaille derrière. C'est la régie, ce qu'on appelle. Et on va retrouver Maxime Martin. Voilà, Maxime qui était le chef d'orchestre de tout ça. Maxime, voilà, présente-nous un peu cette régie. Je vais prendre ce micro, je vous emmène avec moi. On va utiliser cette caméra au cœur de la régie de ce salon du 2 roues. Donc là, vous avez toute la réalisation qui se trouve ici. Et puis, je vous emmène avec celle-ci maintenant faire le tour. On envoyait des sujets. Pour ces sujets, on a eu une belle équipe de monteurs. Il y en a certains qui sont ici, que je salue, que je remercie. On avait également des correspondants au cœur du salon. Ils sont là, juste derrière moi. Oula, regardez. On a Johan, on a Mylène, on a Mehdi, on a Guénaël qui est de l'autre côté également. Voilà, on a le son également, tous nos micros, tous nos invités, ça passait par ici. On a Eric qui lui était l'homme à tout faire. Il a réussi à nous défaire de toutes les situations. On a également Manolis qui s'est occupé des réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à elle que c'est arrivé chez vous sur vos ordis. Là c'était la lumière, merci beaucoup. Hop, petite touche de maquillage. On a à refaire quelque chose, non, ça va? Un petit coup de... Non, c'est bon? Tout va bien. Allez, je vous rejoins de l'autre côté. Allez, c'est parti. Voilà, on va rejoindre et on va demander à toute l'équipe également de venir nous rejoindre sur le plateau central, parce qu'on va se rejoindre pour terminer évidemment cette dernière émission, pour clore cette saison 2 du salon du 2 roues au-delà du live. L'année dernière, c'était un salon qui partait en live. Cette année, il est au-delà du live. Voilà donc ce salon du 2 roues. Et puis on va en profiter, Maxime. Alors attention Eric, parce que pendant tout le live, je t'ai tenu un timing correct. Il me reste combien? J'ai toujours mon timing. Pardon, excuse-moi, David. Il nous reste exactement 4 minutes encore. 4 minutes. Alors allez, justement, c'est le moment de redonner la parole à tout le monde. On va commencer par Gwenaël qui est à tes côtés. Gwenaël, si tu devais, en un mot, non, on l'appelle plan séquence, on est bien d'accord, hein? D'accord. Donc en quelques mots, résumer cette édition, ça serait quoi pour toi? Grandiose et voilà, moi j'ai vu des motos incroyables, surtout des motos anciennes en fait. Voilà, j'étais hyper contente de voir des expos de motos anciennes au-delà des nouveautés des différents constructeurs. Voilà, c'est ce qui m'a marqué de cette édition 2022. Alors tu sais que sur ce salon, en tant qu'envoyé spécial, tu avais une doublure. C'est Mehdi. Mehdi, il va venir nous rejoindre. Il est arrivé, il est descendu à Lyon en Renault Kangoo. Donc voilà. Non, je le fais parce que sinon il va essayer de me tacler. Donc je le fais tout de suite. Mehdi, comme Gwenaël, en quelques mots, ton retour sur ce salon. Énorme. Mets ton micro, on te l'a pris quand même. Je pensais pas qu'il était si grand ce salon en fait. C'est incroyable tout ce qu'on a pu faire. Et moi ce que j'aime bien, c'est l'expérience client, que ce soit sur les essais ou les spectacles qu'on a pu voir, les divertissements, le cross. Ça c'était assez exceptionnel. J'avais jamais vu ça en fait dans le cadre d'un salon. Ouais. Et le monde, mais c'était incroyable le monde. Fallait oser. Ouais, fallait oser. Merci Jacques. On passe le micro à Johan. Johan, pareil, merci en tout cas pour toutes tes interventions, comme Mehdi, comme Gwenaël. Ouais. Ton résumé, c'était simple, ouais. L'an dernier, on l'a fait dans un hall vide. On a essayé de faire vivre la chose, donc c'était assez particulier. Et cette année, il y avait énormément de monde. Et si j'avais un mot, c'est juste le partage, parce que c'est juste une vraie passion. Et tout le monde est le smile, la banane, et ça fait vraiment du bien. Surtout en ce moment. Alors, on a commencé par Gwenaël, on va finir par Mylène, comme ça, la boucle est bouclée. Mylène, pareil, c'était une première expérience pour toi. C'est même la première fois du salon du 2 roues. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en retiens? Pour moi, c'était incroyable, vraiment de voir tous ces passionnés réunis ensemble, parler de tout ce qu'on aime, la moto. Et quel plaisir aussi de se retrouver tous sans masque. On voit les sourires de chacun. Et c'est là qu'on se rend compte que la moto, c'est vraiment un univers
hors norme et on peut tous partager cette passion et ça c'est incroyable. Alors la passion, évidemment, on l'a partagée parce qu'il y a un homme qui est passionné. S'il y a bien un homme qui est passionné, c'est Jack. Jack, attends, il faut se retourner parce que la caméra, elle est là. T'as pas tout perdu quand même. Maxime, le mot de la fin pour toi aussi. Moi, coup de cœur. On parlait de coup de cœur. Chacun a donné un petit peu son coup de cœur. Je pense que je ne vais pas déroger à mes racines. Moi, c'est le MX Indoor. Voilà, forcément. Je t'aurais cru plus original. Non, je suis fidèle. Et MX Indoor, c'était une première européenne. Ça s'était jamais fait. Un vrai succès également. 400 pilotes présents, différentes catégories, tous les âges, tous les types de motos. Donc c'était vraiment, vraiment un succès. Bravo. David, ton coup de cœur? J'ai eu un coup de cœur pour un stand qui était un manège en fait. C'est une idée de Fred Fourgeau qui a toujours des idées un peu comme ça. Et quand je lui ai posé la question comment ça t'est venu, il a dit moi je vends des jouets, donc je fais un manège. Et bon, ça m'a je trouvais ça super sympa. Et il y en a plein des idées ici. C'est un salon inventif. Jack est inventif et c'est quelque chose qui a permis ce succès. Lyon est incontournable aujourd'hui. Ce qui a été cool, c'est qu'on a pu faire la passerelle justement entre le présentiel et ceux qui sont chez eux, qui n'ont peut-être pas pu venir ce week-end et qui vont peut-être le découvrir en live ou plus tard. Et ça, c'était Et ça, c'est énorme. Bon, on se retrouve l'année prochaine, Jack? Ouais. Sûr? Tu veux pas que je dise mon coup de cœur? Mais si, bien sûr. Non, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Maxime, donc j'espère qu'il y aura une suite, bien évidemment. Mais ton coup de cœur? Par rapport à Maxime, j'ai dans l'originalité. Le tout-terrain. Non, on va pas être deux. J'ai adoré ce concept qu'on a créé en plus très rapidement un jour par un ami qui a des problèmes de recrutement dans une grosse concession et du coup on a créé Top Clef. C'était une première. Il y avait 4 concurrents. Au début, il y en avait 5 de prévus. On a fini à 4. Il y a un petit souci. Mais c'est vraiment à refaire parce que je suis tombé sur des jeunes exceptionnels qui avaient 25 ans, qui ont envie de s'éclater dans cet univers. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je disais hier par rapport aux interviews à la remise des prix, c'est qu'il faut mettre ces jeunes dans la lumière et il ne faut pas que ça soit dans la lumière les gens qui ont l'habitude d'y être. Donc la volonté, c'était sortir un peu et de faire briller ces jeunes et ils en ont besoin. Très bien, merci Jack. Voilà, donc faire briller ces jeunes, transmettre la passion également. On espère que ces 6 heures d'émission vous ont ravi, vous ont permis de comprendre un petit peu la philosophie qui animait Jack et ce salon du 2 roues de Lyon. Eh bien tout simplement, on se quitte maintenant et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. À très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao. Bye bye. Ciao, merci.